chose que j'ai toujours envie d'ajouter aux interviews, et c'est que il y a forcément tricherie dans l'esthétique que je peux annoncer, enfin, et qui est cohérente, et qui est même cohérente avec mon œuvre. En fait, c'est ce que je ne dis pas, peut-être, qui doit faire l'objet du livre ou de l'article critique sur l'ensemble de mon œuvre. Il a eu la plus grande influence sur moi, mais j'écris tout à fait autrement que Stendhal. Le génie de Stendhal, il n'y en a pas un milligramme dans mes veines. S'il y a génie, talent, authenticité chez moi, c'est tout à fait ailleurs. C'est dans un tempérament plus balzacien, plus sanguin, plus fou, bien qu'il y avait un côté fou quand même, Stendhal, enfin que Stendhal. C'est assez drôle que j'ai eu un idéal que j'ai jamais même songé à copier. Bon, j'ai jamais songé à écrire une sorte de rouge et le noir, même s'il y a un côté, disons, rouge et le noir dans l'ensemble de l'œuvre. Alors là, c'est le fameux mot qui a été très mal interprété de Buffon, que les gens savaient par cœur autrefois. Maintenant, je ne sais pas si ça se dit encore. Le style, c'est l'homme. Ça vous dit quelque chose? C'est un grand discours qu'il a fait à l'Académie française, discours sur le style, quand il a été admis dans cette noble institution. Et on a dit généralement que le style reflétait le tempérament de l'homme, que ce qu'il fallait chercher l'homme, c'est-à-dire tel homme, c'était vraiment dans son style qu'on le trouvait. Or, en fait, ce que dit Buffon, c'est qu'on a tout écrit, et qu'il n'y a plus rien à inventer, il n'y a plus rien à dire. Les anciens même ont tout dit, d'Homère à Thucydide, en passant par Platon, et que la seule chose qui puisse être nouveau, c'est le style. Alors cette question, je me la pose beaucoup pour la peinture, mais sans cesse, presque tous les jours, je me pose la question pour la peinture. J'avais eu l'impression naïve quand j'avais 20 ans que l'art abstrait était un aboutissement. Puis quand j'ai vu des espèces de retombées bizarroïdes, postmodernes, de type pop art par exemple, énorme agrandissement d'une bulle, enfin pas d'une bulle, mais d'un petit carré de bande dessinée, etc. Alors là, j'ai vraiment été surpris. Il y avait, comme si, bon, on était arrivé à une espèce de sommet d'expressivité et d'abstraction dans la peinture abstraite, et puis que tout ce qu'on pouvait faire, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de boucler la boucle en retombant à je ne sais quoi du reste, parce que là le pop art, c'est vraiment, il n'y a pas de pop art chez Rubens, il n'y en a pas chez Piero della Francesca, il n'y en a pas chez Giotto, mais un peu chez Giotto peut-être, oui, peut-être. C'est une manière dégradée de revoir Giotto. Alors, en ce qui concerne la littérature, la question, je me la pose évidemment constamment. Ulysse et Finnegan's Wake semblaient vraiment, sur la dernière fois, du roman. Je disais que Joyce avait poussé le plus loin possible, non seulement le roman avec Ulysse, mais toute la littérature avec Finnegan's Wake, et pourtant, bon, on a continué à écrire. Est-ce que Beckett, c'est finalement pas une espèce de grattage, d'ascèse à partir du discours joycien, aussi bien le discours monologué d'Ulysse que le discours, la divagation de Finnegan. Alors en même temps, quand il y avait Beckett, on avait complètement autre chose, quelqu'un qui revenait finalement au roman narration, car c'était vraiment un retour, disons, après Ulysse ou après Proust, qui était orgueilleux. Donc là-dessus, est-ce que c'est moi qui dois dire ça, ou bien des universitaires, des chercheurs? Le renversement me stimule,
m'inquiète toujours. Pour moi, quand je disais densité, ellipse, comme définition de la modernité, je vise densité ellipse, et j'en ai besoin pour respirer ou pour me tenir sur mes jambes, ça, densité et ellipse. Et il me semble que la postmodernité a vraiment renoncé à la densité et à l'ellipse. Le vrai, oui, le vrai me semble une gageure à laquelle je me tiens. Je donnais l'exemple de l'écriture la plus spontanée, en même temps la plus volontaire qu'il soit. C'est la consignation d'un rêve, fait dans la nuit, généralement c'est vers le milieu de la nuit, au matin. Il a fallu d'abord que je m'attache beaucoup à fixer le rêve, ou des morceaux du rêve, parce que ça s'évapore extrêmement vite. Et ensuite j'écris très très vite, comme si précisément il allait s'évaporer. Et sans cesse, je suis amené à faire des raccourcis ou à employer des tournures académiques du type la pièce est comme la cuisine de chez mes parents, mais et quelquefois je m'aperçois qu'il y a dans le rêve un mouvement et une pesanteur qu'il faut que je conserve, et que des tas d'anecdotes n'ont pas d'intérêt. Mais la vérité veut que je m'attache à ces anecdotes. Alors tout à coup on voit une espèce de repentir. Oui, mais le bonhomme qui avait ouvert la porte de la cuisine avait peut-être une perruque, ou bien c'était une espèce de balai au cédar sur la tête, etc., etc. Donc le vrai, là, en fait, serait le recensement du réel. Vous savez que pour quelqu'un un profane ou un écrivain, en opposition, disons, à un philosophe, des notions comme vrai, exact, réel, etc., se mêlent, sont fluctuantes. Même il y a des choses, par exemple, quelle est la différence entre vérisme et réalisme? C'est très 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 délicate ces questions. Et moi, elle m'occupe parce que je travaille sur le motif. Alors qu'est-ce que je vais supprimer? C'est évident que quand j'introduis, je l'ai dit la dernière fois, quand j'introduis un certain blanc, une certaine forme de blanc, un certain vide, j'accélère le début. Or j'ai vécu de l'accélérer. J'ai vécu des choses extrêmement rapides. Tous les ronds de jambes que je pourrais faire, les explications, les repentirs. Oui, sur sa tête il y avait comme, les espèces de serpents de méduse ou bien le balai au cédar, etc. Tout ça, ça peut être au contraire très très bon, tout d'un coup, hop, surprenant, et me faire toucher un instant vécu pendant quelques milliardièmes de seconde dans la nuit et sans conscience, ou bien alors du plâtras, l'emplâtre. C'est la question de l'expérience. Et je veux que mes livres soient reflètent, enfin communiquent une expérience et non pas des idées abstraites ou générales. Donc certains, dans mon enfance, enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, plus que comme ma mère ou comme ma tante, il y a l'apprentissage de choses extrêmement violentes, si on peut dire, comme la couleur de la carotte arrachée à la terre, le côté, enfin l'aspect, le caractère opaque de la terre et tout ça. Et ça, c'est mon expérience de la campagne quand j'ai dès 2, 3, 4 ans. Cette expérience, elle est bouleversante et elle fonde. Elle fonde non pas mon esthétique, avant mon esthétique, elle fonde ma perception. C'est pour ça que j'ai été très sensible à un peintre qui finalement est presque du chromo, n'est pas un très bon peintre, mais les derniers tableaux de Nicolas de Staël, où j'avais vraiment l'impression que
la peinture jaillissait du pot, c'était le pot de peinture qui était vraiment sur la toile, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir de plus matériel, et de plus matériel de façon le plus émouvant qui soit, enfin, de façon la plus émouvante qui soit. Donc cet apprentissage qui m'a formé, je veux le ôter en quelque sorte sa fonction d'apprentissage pour en revenir à ces matières enfin, qui me frappaient quand j'avais 2 ou 3 ans. Donc revenant à ça, il y a nostalgie, mais je ne peux pas dire que les carottes étaient plus belles à l'époque que maintenant.